Quand on pense à la face aux exoplanètes, les premiers instruments qui nous viennent en tête sont probablement des géants. Vous pensez, peut-être, au télescope spatial américain Kepler. Lancé en 2009, celui-ci s'offre un miroir de près d'1 mètre de diamètre. Et pourtant, il est très loin d'être le seul à chasser des exoplanètes. Je pourrais, bien évidemment, citer les télescopes spatiaux TESS et Khéops, qui font eux aussi un excellent travail dans la recherche de planètes. Seulement, la face aux exoplanètes est loin d'être réservée aux télescopes spatiaux. Dans le monde entier, des dizaines d'observatoires, des plus modestes aux plus grands, se lancent eux aussi dans la chasse aux planètes. Que ce soit par des méthodes indirectes ou en les imageant directement, la chasse aux exoplanètes est un domaine vaste. D'ailleurs, en parlant d'imagerie directe, il serait injuste de ma part de ne pas vous montrer ceci. Ce que vous voyez actuellement, c'est le système planétaire HR 8799, imagé directement à l'aide des télescopes Keck et Gemini à Hawaï. Les 4 planètes que vous voyez ici font entre 5,7 et 9,1 fois la masse de Jupiter. Mais en plus des méthodes de détection directe, il y a aussi les méthodes de détection dites indirectes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai déjà dédié un épisode aux méthodes de détection des exoplanètes qui est bien plus approfondi que ce petit chapitre, le lien sera en description. Mais l'essentiel à retenir des méthodes de détection indirecte, c'est qu'elles permettent de détecter une planète sans directement la photographier. L'une des méthodes, par exemple, consiste à observer le léger décalage vers le bleu d'une étoile quand elle s'approche et vers le rouge quand elle s'éloigne. Lorsqu'une planète tourne autour d'une étoile, elle va, très légèrement, attirer son étoile vers elle. Ce mouvement provoque un décalage de la lumière de l'étoile telle qu'on l'aperçoit depuis la Terre, et j'insiste vraiment sur telle qu'on l'aperçoit. La mesure de ce décalage permet ensuite d'en déduire la présence d'une exoplanète, sa masse, la vitesse et la distance à laquelle elle orbite autour de son étoile, et j'en passe. Mais là aussi, ce n'est pas la seule méthode de détection. Je vous passe les micro-lentilles gravitationnelles et autres exotismes, car la méthode la plus simple, c'est celle des transits. Cette méthode consiste tout simplement à observer une étoile. Au moment où une planète passera devant son étoile, elle va en occulter une petite partie de la luminosité et, en observant la perte régulière de cette fraction de luminosité, on peut en déduire la présence d'une planète. Si vous voulez mieux vous représenter la chose, le plus simple est de comparer cela au transit de Mercure devant le Soleil que l'on peut observer depuis la Terre. Ceci est aussi valable pour les transits de Vénus, comme ici le 6 juin 2012. Sans être exactement pareil, puisque nous aussi tournons autour du Soleil, c'est cependant exactement le même phénomène. Maintenant que vous savez ce qu'est la méthode des transits, j'aimerais vous présenter notre invité du jour, le système WASP 148. Si vous partez à 809 années-lumière d'ici, dans la direction de la constellation du Serpent, vous trouverez la petite étoile WASP 148. D'une masse très semblable au Soleil, l'étoile est une étoile relativement classique. Ce qui la rend assez intéressante, c'est la présence des exoplanètes WASP 148b et c. La première, WASP 148b, fait environ 29% de la masse de Jupiter et a été découverte en 2020 grâce à la méthode des transits. La seconde, WASP 148c, fait-elle entre 40 et 60% de la masse de Jupiter. Elles sont toutes deux, d'ailleurs, relativement proches de leur étoile. À titre de comparaison, vous voyez ici leur orbite comparée à celle de Mercure, Vénus et la Terre.
Mais ce qui rend ces planètes singulières, c'est que celles-ci sont en interaction gravitationnelle forte. Je m'explique. Lorsque deux planètes tournent autour d'une étoile, la plus proche de l'étoile sera toujours plus rapide sur son orbite et la plus éloignée plus lente. Ainsi, régulièrement, la planète la plus basse rattrape la plus haute, la freinant légèrement quand elle est derrière et l'accélérant légèrement lorsqu'elle est devant. Et ce phénomène est d'autant plus fort que les planètes sont massives et ou proches. Cette interaction provoque des irrégularités dans les transits et auront permis de déduire la présence de WASP 148c. La planète ne passe en effet pas pile devant son étoile, vue de la Terre, et la mesure du transit a donc permis d'en déduire sa présence. Ce transit, qui survient tous les 8,8 jours, peut ainsi avoir 15 minutes d'avance ou de retard pour une durée de transit de 3 heures. Ce système est le premier de ce type découvert depuis le sol, et j'insiste sur depuis le sol, et le premier de ce type à pouvoir être observé par des amateurs. Je m'explique encore une fois. L'étoile est de magnitude 12,2 et le transit entraîne une chute de magnitude de 0,007. C'est peu, mais c'est suffisant pour beaucoup de télescopes amateurs et c'est également suffisant pour que l'Association française d'astronomie appelle les possesseurs d'un télescope de 200 mm d'ouverture, ou plus, et d'une caméra bien évidemment, à tenter d'observer le transit. Je ne vais, cependant, pas m'attarder sur la détection d'exoplanètes en amateur. Je n'y ai personnellement jamais touché et je risquerais de vous dire plus de bêtises qu'autre chose. Pour tous ceux qui aimeraient se renseigner ou tenter l'aventure, sachez néanmoins que je vous mettrai dans la description le lien du Discord de l'Association française d'astronomie et de ciel et espace, ainsi que tous les liens utiles pour en apprendre plus. Je tiens d'ailleurs à préciser que les télescopes Eviscope d'Unistellar peuvent eux aussi participer à la détection, car, même s'ils sont bien en dessous de la taille requise, leurs données seront regroupées. Cette observation, prévue pour la nuit du 26 juin, permettra ainsi d'affiner les mesures de l'orbite des planètes, mais aussi de possiblement en détecter de nouvelles. De façon plus générale, ce système a encore énormément de secrets à nous livrer, et il y a fort à parier que l'on parlera encore de WASP 148 à l'avenir. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, WASP vient du nom de SuperWASP, WASP signifiant Wide Angle Search for Planets, un groupe de 2 instruments, l'un situé sur l'île de La Palma en Espagne et l'autre à 300 km au nord du Cap en Afrique du Sud. Enfin, pour ceux d'entre vous qui auraient envie de chasser des exoplanètes mais qui n'ont pas le matériel, je vous mets dans la description quelques liens qui vous permettront d'aider la NASA si vous le désirez. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais m'excuser pour sa durée plus courte, mais avec le Starship qui a monopolisé une bonne partie du temps prévu pour l'épisode de la semaine, j'ai préféré opter pour un sujet plus léger. J'espère néanmoins qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous samedi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.